blockchain de Bitcoin, c'est un enfer. Et c'est pas ce qu'on appelle un Buterin est venu à l'ambassade Bitcoin pour voir si c'était possible. Et il n'était pas loin à cette époque-là. Et là, d'un coup, c'est les portes du paradis, quoi. C'est exactement ça. C'est plutôt que de payer du marketing. Bien sûr. C'était un de dire bon, mais en fait, on s'arrange. Voilà, on s'arrange. Oui, il y a énormément de Jean-Marc de Realty pour Crypto Daily. Salut Jean-Marc. Salut Ben. Comment ça va? Très bien, merci. C'est la première fois qu'on discute, on s'était jamais rencontrés. C'est exact. Et je suis très content de t'avoir, on a discuté un peu en off avant et je pense que l'interview va être très sympa. J'ai hâte de commencer. Alors let's go, je propose qu'on commence directement. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement, comme ça en 1 minute? Bien sûr, Jean-Marc, donc je suis canadien, je viens du monde de l'immobilier, où j'ai démarré dans l'immobilier dans les années 90, en 93 pour être précis. Ok. Donc ça fait longtemps. Ça fait un bout de temps. La barbe est blanche. Hein. Donc, Là-bas, tu as commencé à Montréal? J'ai commencé au Canada, okay. Absolument. D'abord à Montréal, ensuite tout le Québec, Canada, puis après j'ai été vers les États-Unis. Ok. Donc j'étais toujours avec mon frère. Donc on a démarré à faire une foncière. C'était plutôt un groupement d'immeubles. Est-ce que tu peux juste nous expliquer c'est quoi une foncière? Nous avons acheté, c'est un portefeuille d'immobilier. Okay. Avec des immeubles à rentabilité, des immeubles qu'on loue, qui sont à la location. On grandit le portefeuille et après on le vend, soit morceau par morceau, soit tout d'un coup. Okay. Ce qu'on a fait en 2007, on a vendu morceau par morceau à travers l'année. Donc on a vraiment grandi le portefeuille immobilier du Canada aux États-Unis. Notre spécialité a toujours été l'immobilier résidentiel. Ok, résidentiel uniquement. Résidentiel uniquement. Alors on avait des commerces, mais parce qu'ils étaient au rez-de-chaussée d'immeubles résidentiels. Des immeubles que vous aviez. Okay. Exactement. Comment c'est arrivé la blockchain? Rémi et moi avions vendu donc, le portefeuille 2007. On avait fini fin 2007, début 2008. Et après, on a continué dans l'immobilier, évidemment, mais on n'a pas fait un portefeuille immobilier. C'était au coup par coup. On achète une propriété, on la rénove et on la vend. Donc, on n'a pas construit quelque chose, c'était juste transactionnel. Et un jour, on a eu une idée, un projet de rendre l'or liquide sur Internet. En quelle année, là? On était en 2011. 2011, ok. Il y a un bout de temps déjà. Il y a un bout de temps. D'un côté, c'est pas si vieux que ça, mais de l'autre côté, c'est... Exactement, ça fait dinosaure quand on parle blockchain, mais ça fait pas longtemps. C'est pas si vieux que ça, on voulait vraiment rendre l'or liquide sur Internet. Et de fil en aiguille, on a fait beaucoup de recherches et on s'est rendu compte que le projet avait déjà été fait. eGold est un bon exemple et ça a eu des conséquences désastreuses pour celui qui l'avait fait, parce qu'en fait, le gouvernement américain il l'avait fait aux États-Unis. Le gouvernement américain avait décidé qu'il essayait de faire une autre monnaie, ce qui est illégal. C'était un oncologue de formation qui a eu cette idée, il s'est lancé dedans. Et à la fin de son témoignage, quand il jette l'éponge, après des années de litige, parce que lui disait « je suis un commodity » et non pas une monnaie. Ok, et non pas une security, j'imagine. Exactement. Déjà en 2011, on avait déjà donc ces problèmes de... Mais lui, il n'était pas sur blockchain. C'était juste vraiment simplement des participations centralisées dans des serveurs. Il n'y avait pas encore de blockchain, vraiment. D'accord. C'était vraiment... lui, il a fini avant 2011, son projet. Il a fini bien avant. Donc, quand il a jeté l'éponge, il a fait un témoignage et il a dit « Je laisse le futur aux monnaies décentralisées telles que Bitcoin ». C'est la première fois qu'on avait entendu parler de Bitcoin. On regarde, mon frère et moi. On est tout de suite intrigués. On essaye de miner sur le laptop. Ça n'a pas marché. On download tout ce qu'il faut, mais ça ne marche pas. On achète une carte graphique. Pour miner, donc? Pour miner. Toujours vers 2011, 2012? Fin 2011. Fin 2011, ok. Fin 2011. On achète une carte graphique pour miner. J'ai toujours le reçu de cette carte graphique, $316 sur newegg.com. Canadien ou américain? Américain. On était à Miami à ce moment-là. Okay. C'était en hiver. Donc voilà, les Canadiens vont à Miami, exactement, souvent en hiver. L'hiver est long là-bas. Il fait froid, il fait frais, quoi. Donc, et là, avec cette carte graphique, on a miné. Parce qu'à l'époque, on minait déjà avec des cartes graphiques. Et on a très bien miné. On a revendu les bitcoins qu'on avait minés. Okay. Et on a acheté 4 autres cartes. Et de 4, on est passé à 16, 60, 100, jusqu'à ce qu'on ait 7 data centers pleins de cartes graphiques. Ok, donc il y a eu du data center rempli de cartes graphiques. Ah oui. Ah, je ne savais pas ça. Ah okay. oui. Non, on était parmi les premiers mineurs industriels aux États-Unis. Ok.
Donc on a été à fond. Donc là, on est peut-être mi-2012 et vous On est en avez des 2012. data centers remplis de cartes qui minent du Bitcoin. Exactement. Combien vaut le Bitcoin à ce moment-là? Entre 1 à 30 $. Ok. Et là, déjà, c'était profitable. Tout à fait, parce qu'on en minait beaucoup. Et puis les récompenses étaient très élevées. C'est ça le principe du Bitcoin. C'était plein d'aventures. Un jour, on en parlera parce que dans le premier local où on a miné, on n'avait pas encore data center. L'électricité était inclus dans le bail. Ok, oui, on le voit beaucoup comme ça. Donc il faut imaginer un petit peu comme il n'était pas content le propriétaire. Ah, bah oui, j'imagine. Donc, mais bon, c'était comme ça qu'on a découvert la blockchain. On s'est vraiment pris de passion pour. Et on a fait que ça pendant des années. Tant et si bien qu'en 2013, on a décidé de dédier un de nos immeubles à Montréal. Juste pour mettre des data centers? Pas du tout. Ok. Comme on minait des bitcoins, on s'est dit très bien, mais il faut que le monde réalise la puissance de ce qu'est un bitcoin. Bien sûr. Il faut qu'il comprenne ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'un bitcoin? Qu'est-ce que la blockchain? Et le but était d'évangéliser et de vulgariser le bitcoin et la blockchain. Et donc, mon frère et moi, on a dédié un de nos immeubles sur le boulevard Saint-Laurent, près de Sherbrooke, Okay. un petit immeuble de 3 étages, très sympa. Et on a créé l'ambassade Bitcoin. Tout l'immeuble était dédié Incroyable. à la communauté Bitcoin, du sous-sol au dernier étage. Okay. Il n'y avait plus de locataires, il n'y avait que des bitcoiners. Que du Bitcoin, ok. Tous ceux qui voulaient venir étaient bienvenus s'ils étaient bitcoiners. Il y avait Internet, il y avait plein de choses. Et on pouvait discuter, acheter, débattre, etc. j'imagine. Absolument, sous condition qu'il y ait un cours par jour, quelqu'un donne au moins 1 ou 2 cours par jour sur qu'est-ce que Bitcoin, Comment qu'est-ce ça que marche, blockchain, qu'est-ce que la blockchain, exactement. Magnifique. Et une fois par week-end, un meet-up où les gens sont bienvenus et on peut parler. C'était ça les conditions. Tu sais que moi, j'étais à Montréal, donc à ce moment-là, j'arrive en 2014 à Montréal. Bon, j'avais déjà eu une expérience avec le Bitcoin, mais pour faire des bêtises sur Internet. Bien sûr. Et je ne savais pas du tout qu'il y avait ça. J'aurais adoré de savoir que ça existait, parce que franchement... Ok, donc vous avez fait l'ambassade du Bitcoin, ça s'appelait, c'est ça? C'était la première au monde. Okay. L'ambassade Bitcoin, on l'appelait. L'ambassade Bitcoin. Et le marketing coûte toujours très cher. Toujours. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on était sur le boulevard Saint-Laurent, qui est une rue très passante, surtout à l'époque. Énormément. Et dès qu'on voyait quelqu'un avec un smartphone, on l'appelait. On disait, viens, on fait partie de l'ambassade Bitcoin, download cette app et je t'envoie un Bitcoin ou un demi-Bitcoin. Vous faisiez des incentives On donnait des Bitcoins plutôt que de payer du marketing. Bien sûr. C'était $1, $2, $3, c'était intelligent. Bien sûr. Alors, on ne peut pas les rappeler, ces gens, et leur dire, bon, mais en fait, on s'arrange. Voilà, on s'arrange. Oui, il y a énormément d'histoires comme ça où, effectivement, même encore aujourd'hui, on le voit, hein, je vois beaucoup de bitcoiners ou d'autres cryptos, mais qui sont dans le style, ok, regarde, ce que je te propose, tu installes l'application, je t'envoie l'équivalent de 5 ou 10 $ dans la crypto, comme ça permet de découvrir. Et oui, à l'époque, 2 $ aujourd'hui, ça va, mais à l'époque, c'était tout de suite un Bitcoin. Donc, on a créé cette ambassade Bitcoin et ça a été des années superbes. Okay. On a participé à beaucoup de choses. On avait un projet de permettre les paiements sur tout le boulevard Saint-Laurent en Bitcoin. Okay. Finalement, il y a eu des commerces qui se sont... Ils sont ouverts au Bitcoin? Ah oui, tout à fait. C'était facile à faire au Canada, non? C'était pas si facile à faire d'un point de vue technologique. Les gens avaient toujours cette phobie de technologie. Okay. Ça a avancé, on a fait beaucoup de bruit et on a vraiment vulgarisé le Bitcoin, la blockchain. Très rapidement, tout le monde s'est rendu compte que le Bitcoin n'est qu'une application de la blockchain et pas nécessairement la plus intéressante. On peut faire beaucoup de choses avec la blockchain plus qu'une monnaie. Mm-hmm. La monnaie est une application de la blockchain, pas plus. Et nous venons de l'immobilier, mon frère et moi, et donc nous avions rapidement eu l'idée de voir comment est-ce qu'on pouvait rejoindre les deux. C'était la prochaine question. Comment est-ce que blockchain X immobilier se sont créés? Il y a eu beaucoup de tentatives, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de projets. Juste pour dater, on est en quelle année? 2014. Donc la maison du Bitcoin existe toujours, c'est un an après le début. On en parlait... Pendant la maison du Bitcoin. L'ambassade Bitcoin. Okay, on en parlait. Je sais que c'est en France, la maison Bitcoin. Mais on en parlait justement avec les gars. D'ailleurs, il y avait même quelques femmes. Pourtant, à l'époque, c'était très masculin. Et on en parlait déjà entre nous sur comment faire, etc. C'était très difficile. Okay. La réalité, c'est que c'était très difficile. La technologie n'était pas prête. Bitcoin... blockchain, la blockchain de Bitcoin. Il n'y a pas encore Ethereum. Exactement, c'est là où j'allais dire. C'est là où j'allais aller. Parce qu'en fait, programmer
La blockchain de Bitcoin, c'est un enfer. C'est pas ce qu'on appelle un Turing Complete Language. Il n'y a pas de scripting language. Il n'y a pas de smart contract, du moins à cette époque-là, ça doit être très compliqué vu que ça n'existe même pas encore réellement. Et finalement, alors on a voulu développer un scripting language. Okay. Sur Bitcoin, donc c'était la seule qui avait réellement. Voilà. Il y avait Litecoin, il y avait des Primecoin, il y en avait des plein. Forks, mais c'était principalement le Bitcoin qui régnait en maître comme aujourd'hui, mais de façon bien plus importante. Et on a appelé plusieurs personnes. Même Vitalik Buterin est venu à l'ambassade Bitcoin pour voir si c'était possible. Bah oui, il n'était pas loin à cette époque-là. Bah exactement, il vivait à Toronto. Bah oui. Exactement. Et en fait, il a rapidement compris, il a dit franchement, on pourrait passer beaucoup de temps dessus et ça ne marchera pas. C'est juste trop difficile. Et quelques mois après, il crée Ethereum. Et là, d'un coup, tout change. Mais après, le problème était, très bien, on a un smart contract, on dit que c'est une part immobilière. Déjà, on voulait le fractionner. Donc, on dit que c'est une part immobilière, mais et si on dit que ça ne l'est pas? Quel est vraiment le contrat juridique qui permet de dire que quand vous achetez ce token, parce qu'on parlait déjà de token, vous avez vraiment une part immobilière. Ce n'était pas possible. Il a fallu attendre. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de lancer des sociétés en disant « moi, je vous dis que c'est comme ça, il y a un contrat commercial ». Et en fait, ce n'était pas la façon de faire. Les gens n'avaient pas confiance et je peux comprendre pourquoi. Un contrat commercial aux États-Unis, au Canada, il y a des litiges, tout de suite, tout le temps, et après, c'est perdu. Voilà, ça dure des années. Pour $50, $100, personne ne va y aller. Donc, en 2018, il a fallu attendre 2018, fin 2018. On fait un bond en avant là, de 2014, 2018. Déjà, l'ambassade Bitcoin était fermée, puisque les jeunes qui travaillaient là-bas, la plupart d'entre eux ont pris leur retraite. La plupart. Pas tous. Il y en a un qui continue, qui est à fond dedans, qui est un Bitcoin maximaliste, qui est génial. Mais la plupart font autre chose. En 2018, un de nos avocats nous appelle pour dire qu'il y a eu un précédent aux États-Unis, ça c'est important, où un juge a reconnu qu'un token d'une LLC, c'est l'équivalent d'une SARL, était effectivement une part de la LLC. Dès lors, ça vous ouvre tout de suite les portes du paradis. C'était exactement ça. C'était en novembre 2018. L'avocat c'était champagne, la c'était fête, des big news. Après, il a fallu travailler avec les avocats, il a fallu mettre les choses en place. Mais c'était possible de le faire, c'est ça. C'était reconnu. Ok, c'est possible. C'était reconnu puisque il y a jurisprudence. Jurisprudence aux États-Unis, ça marche comme ça. Donc, il y a une jurisprudence qui dit effectivement le token. Le token qui devait être une part de LLC est effectivement une part de LLC. Ça a été reconnu. Donc, d'un coup, exactement. Donc, en février 2019, donc quelques mois après seulement, vous commencez. On incorpore Realty, Real Token Inc., dans le but de tokeniser de l'immobilier. Alors, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tokenise directement l'immobilier? Non. Justement, de par ce précédent, on crée une société. Cette société achète un bien immobilier unique. Et on tokenise les parts de cette société. Donc, vous achetez un appartement que vous divisez en, disons, 10 000... C'était des petites maisons individuelles au début. Oui, c'est ça, maisons individuelles. On est moins habitué aux maisons individuelles ici. Mais donc une petite maison individuelle que vous divisez, par exemple, en 10 000 parts égales. Exactement. Et ces 10 000 parts, vous en faites 10 000 tokens. C'est exactement ça. Et les transactions se font sur blockchain. Au début, on était sur Ethereum exclusivement. Aujourd'hui, on est sur Ethereum et Gnosis. La transaction se fait sur blockchain. Elle est enregistrée sur blockchain. Et on a démarré donc tout le processus juridique, tout le processus technologique, développé, avancé. Et surtout, essayer de faire en sorte que les avantages de la blockchain soit reflété pour l'industrie immobilière. Parce que c'est bien beau de tokeniser, mais on peut demander pourquoi tokeniser. Oui, que ça sert de rajouter de la friction, si c'est juste pour dire c'est blockchain. Exactement. Oui, quel est le but? Alors depuis, on ne fait plus des LLC, donc des SARL, mais on fait des C-Corp, des SA, pour des raisons d'internationalisation. Et d'ailleurs, c'est de ça dont j'aimerais aussi parler. Quels sont les avantages de tokeniser de l'immobilier? Pourquoi créer... Pourquoi s'embêter? Exactement. Pourquoi créer toute cette couche technologique compliquée, même si la technologie avance vite? Pourquoi s'embêter avec tout le juridique? Parce que nous, notre position, c'est que dès le jour 1, contrairement à tous les autres, on a dit nous sommes une valeur mobilière. Une security. A security token. On n'a pas essayé de dire qu'on est un utility token, des royalties, des machins, des trucs. Il y en a eu beaucoup qui ont essayé. Le fait est que nous, depuis le jour 1, on a dit non,
C'est pas du Canada Dry, c'est vraiment de l'alcool. C'est une valeur mobilière. Et on utilise toutes les exemptions qui existent, on utilise tout le système juridique qui est ancestral. Hein, c'est un carcan juridique très lourd, mais on utilise tout ce qui est possible, évidemment. Mais on a pris le parti de faire le travail comme il faut. Et ça a amené donc la security, justement la sécurité, que c'était bien une part d'une société qui possède bien un immeuble. Donc au final, vous avez dû avoir, j'imagine, des discussions avec la SEC, mais moins de problèmes qu'ont pu avoir d'autres acteurs, comme on peut le voir. On a eu des discussions avec... ça a démarré avec la SEC, avec les avocats d'abord. Pour être honnête, c'est les avocats qui, eux, parlent après avec. C'est pas nous en direct au début. Mais après, quand on grandit, il ne s'agit pas d'être en règle avec son pays d'incorporation. Il faut aussi être en règle avec les pays dans lesquels on commence à avoir une activité importante. Et ça, c'est une notion qui change de pays en pays. Qu'est-ce qu'une activité importante? Quand est-ce qu'on fait un appel à l'épargne publique? Quand est-ce qu'on fait de la sollicitation? Quand est-ce qu'on n'en fait pas? Est-ce qu'on est soumis à l'AMF ou pas? Est-ce qu'on est en Inde? C'est un autre système. En Angleterre aussi. Donc, après, c'est un travail juridique en fait qui n'arrête jamais. À chaque pays, enfin, ou du moins on recommence à zéro à chaque pays. Presque. L'avantage, c'est qu'en Europe, en 2019, il n'y avait pas d'harmonisation. Mais à partir de 2020-2021, on la sentait, cette harmonisation. Dans un pays, et là, c'était bon. Exactement. Et là, toute l'Europe devenait possible. Alors, on a essayé plusieurs choses. On a pris des avocats qui nous ont conseillé sur comment faire attention de faire ci, de ne pas faire ça, plein de restrictions et plein d'obligations. Et on évolue tout le temps. Et d'ailleurs, on continue à évoluer en ce moment sur le modèle juridique. Est-ce que voilà, donc maintenant il y a du temps qui a coulé depuis que vous avez fait le choix d'être un security token directement. Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, tu penses peut-être enlever une épine du pied en partant directement sur le fait d'être un security token? La plupart des sociétés qui se sont lancées en disant qu'ils ne sont pas des security tokens n'existent plus aujourd'hui. Donc je pense que c'est la réponse. Oui, c'était très difficile. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Ce n'est pas un travail facile. Mais c'était la chose à faire. Ça sécurise l'investisseur. Ça nous donne aussi une obligation d'une certaine rigueur. Ça permet aux personnes d'être certains que leur token représente bien des parts de cette société ou une action de cette société quand on est passé en SA. Niveau compliance, on est bon. Exactement. C'était le plus important et c'est justement ça le but du security token. Maintenant, est-ce qu'on aimerait que ce ne soit pas? Est-ce qu'on aimerait que ce soit de l'immobilier directement? Oui. Mais pour ça, il faudrait que le cadastre soit tokenisable, ce qui n'est pas le cas. Tu peux nous rappeler ce qu'est qu'un cadastre? Cadastre, c'est l'enregistrement de la propriété au nom du propriétaire. C'est quelque chose de national. Enfin, ça se fait par région, mais c'est national et c'est un registre gouvernemental dans lequel on voit l'inscription. Telle adresse est propriétaire et telle personne. Donc, dans notre cas, le propriétaire est la société dont vous avez des tokens. Vous ouvrez une société par bien? Oui. Alors, de temps en temps, quand on achète plusieurs sociétés plusieurs immeubles dans la même rue ou sur le même pâté, on peut faire une seule société pour 4 biens ou 10 biens qui sont vraiment collés. Très proches, voilà. C'est ça. Donc ça arrive aussi. Mais sinon, c'est une société par bien. Ça fait beaucoup d'administratifs. C'était ma prochaine question. On est à combien de sociétés aujourd'hui? Près de 400. 360, enfin un truc comme ça. Donc ça en fait beaucoup. Et ça représente à peu près presque 1600 unités. 1600 biens? 1600 unités. Donc, parce qu'un immeuble de 30 unités, c'est un immeuble, c'est 30 unités. Mais ce qui compte, c'est le nombre de loyers, c'est le nombre de baux, en quelque sorte. Donc, on en a presque 1600 maintenant. Ça commence à être un véritable portefeuille. Ça commence, c'est vraiment... Donc, on a pris ce parti, on l'a fait. Tant que le cadastre n'est pas tokenisable, on ne pourra pas faire de l'immobilier directement. Est-ce que ça va arriver un jour? Je n'ai pas de boule de cristal. Je le souhaite. Peut-être pas, on verra. Même les cadastres qui sont sur blockchain ne sont pas tokenisables. Il y en a, mais on ne peut pas utiliser. Il n'y a pas de jetons qui expriment. C'est la loi qui est claire là-dessus. Pour l'instant, ça n'est pas possible. C'est absolument juridique et une volonté administrative. Et je peux comprendre, c'est une technologie nouvelle pour beaucoup de régulateurs et d'administration avec un A majuscule. Il faut qu'ils prennent le temps. On parle d'immobilier, on parle de souveraineté nationale, on parle de beaucoup de choses là. Donc il faut y aller, il ne faut pas se presser dès qu'il y a une nouvelle technologie. Le régulateur ne peut pas bondir d'un côté à l'autre. On dit souvent le régulateur, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ci? Oh, il essaye d'étouffer. Le régulateur, il a un sacré boulot aussi, il faut se mettre dans ses chaussures. Il ne sait pas quelle technologie il faut adopter ou pas. Finalement, quand il la voit, il faut qu'il étudie, qu'il la comprenne. Il faut qu'il crée un carcan juridique, etc., etc.
quand on voit toutes les applications de la blockchain qui sortent un peu tous les jours, où on voit un nouveau projet, un nouveau protocole, un truc, à un moment, on se dit, bon, il faut le temps de comprendre et de pouvoir adapter tout ça aux régulations existantes et qui vont exister. Absolument. Et faire le temps aussi de faire évoluer les régulations. Parce que de temps en temps, il y a des concepts fondamentaux d'une blockchain qui ne peuvent pas s'appliquer aux régulations. Et dans ce cas-là, que se passe-t-il? Et on en arrive, il y a des cas de tels cas très très souvent. Mais on n'a pas répondu à la question pourquoi tokeniser. On a commencé, on est parti dans une tangente. Et pourtant, c'est là qu'est le plus important. Puisque on peut dire, mais Jean-Marc, moi j'achète une part de SCPI ou de SCI, je ne sais pas ce que c'est en France. Ça y est, j'ai ma part, j'ai de l'immobilier, je peux la revendre 2 fois par an ou 1 fois par an, ça dépend. Et en plus, c'est diversifié. Alors je te pose la question, Jean-Marc, pourquoi tokeniser l'immobilier? Il y a plusieurs paramètres. Le premier, c'est l'accessibilité. On peut acheter une part à partir de $50, donc 40 et quelques euros, 45, 48, ça dépend de la fluctuation. Quand on sera en Europe, ça sera en euros aussi. Et donc, on peut avoir accès à un revenu immobilier à partir de 50 euros. L'accessibilité est un paramètre. C'est le paramètre le plus faible parce qu'il y a des sociétés qui permettent l'accessibilité aussi à montant de $1000, 100, maintenant on voit même des $100 dans certains REITs qui sont l'équivalent des SCPI, mais c'est coté. Ça, c'est aux États-Unis. L'accessibilité, c'est la première. On est jeune, on est étudiant, on peut tout de suite commencer à avoir un revenu passif. Et c'est compliqué de devoir sortir un down payment de $50 000 ou $100 000. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. En 2 clics, on fait son KYC. En 2 clics, après, on peut acheter de l'immobilier. On le construit $50 par $50. À la place d'aller au cinéma un soir, on achète un token. Mine de rien, c'est de l'immobilier. Ça continue à payer, à prendre de la valeur normalement dans le temps. Normalement, c'est le but. Mais en tout cas, il y a une rentabilité. Et quand on est jeune, démarrer comme ça, mais ça donne des avantages immenses dans le temps. Immenses. Quel genre d'avantage, par exemple? L'immobilier, non seulement a une rentabilité, mais en plus prend de la valeur dans le temps. Donc, on crée un revenu passif facilement, à son rythme, en quelques clics. Et on peut choisir l'immobilier qu'on n'aime pas, le pays, etc., selon ses études, ou suivre des recommandations. Et pas besoin d'avoir un down payment, pas besoin d'aller voir son banquier, pas besoin de faire quoi que ce soit. $50. $50. Donc, le premier, c'est l'accessibilité à un revenu passif et un investissement immobilier. Le second, c'est la liquidité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un token, vous achetez un token, finalement, vous n'êtes pas content avec. Ou on a besoin de liquidité. Ou alors, vous avez besoin de liquidité pour des raisons X, Y ou Z. On a tous eu des moments où on fait face à quelque chose. Bien sûr, ça arrive. La liquidité est un aspect fondamental de la tokenisation, à mon sens. Donc, un marché secondaire, ou même un marché primaire, c'est compliqué, mais un marché secondaire existant, sur une blockchain, c'est facile à faire. Est-ce qu'aujourd'hui, les tokens émis par Realty, le marché secondaire est assez liquide? Alors aujourd'hui, on a créé un marché secondaire gratuit. Il n'y a pas de fees dessus. Ça s'appelle le YAM, You and Me. Donc c'est un marché de gré à gré. Donc j'achète des parts d'un appartement à Denver. Voilà, c'était la dernière vente. Tout à fait. Finalement, un mois après, j'ai besoin de liquidité. Voilà, vous pouvez la revendre. Mon chien s'est cassé secondaire. une patte, je peux le revendre. Ça se revend. Il y a un peu, il y a du volume. La liquidité est à la fois profonde et assez rapide. Alors je dis assez rapide, ça dépend des biens. Il y en a qui partent en quelques secondes. Il y a des immeubles, on ne sait pas pourquoi, qui mettent plus de temps. Mais si jamais vous voulez vraiment vendre et être sûr de vendre, et ça, vous pouvez toujours revendre à l'émetteur. Alors il y a des frais, parce que c'est compliqué administrativement. Là, ce n'est pas du tout le même boulot. Donc ça, c'est la société qui rachète ses parts. Exactement. Et ça retourne aux États-Unis. Il faut refaire l'enregistrement, il faut refaire le registre. Enfin, c'est tout un boulot. Donc il y a des frais et ça met plus de temps. Donc ce n'est pas la solution idéale, mais c'est la possibilité. Et c'est toujours confortable de l'avoir. Donc, on pourrait revendre assez facilement à quelqu'un d'autre, qui est KYC, bien sûr, j'imagine. On ne peut revendre qu'avec des gens qui ont déjà été KYC. Donc, ça s'appelle un whitelisting aussi, KYC et whitelisté. C'est-à-dire que quand vous vous inscrivez chez Realty, vous avez votre KYC qui dit OK, on sait qui vous êtes. Et en plus de ça, vos tokens ne peuvent être que sur cette telle ou telle adresse blockchain. Qui est whitelisté. Exactement. Comme je disais, voilà, j'ai acheté des parts d'un appartement à Denver, l'équivalent de $10 000. Très bien. À un moment, je me dis, mon chien se casse la patte, j'ai besoin de $5 000 pour une opération. Soit je peux revendre assez facilement si jamais je trouve un acheteur sur YAM, sur la plateforme YAM. Et là, j'imagine, il n'y a pas de frais, c'est ce que tu m'as dit. Sur le YAM, il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais. Donc la personne achète au prix que moi je lui vends ou c'est le prix est déjà établi? C'est le prix d'achat peut-être? C'est de gré à gré. C'est de gré à gré. C'est le prix si vous voulez vendre rapidement.
Et si... vous le mettez au marché ou plus bas. Vous voulez vendre, vous avez le temps, vous le mettez plus haut. Okay. Et si jamais, par contre, vraiment, ça n'arrive pas à se vendre et j'ai pas le temps, etc., je peux le revendre à l'émetteur. Et là, c'est un prix négocié. C'est le prix officiel. Okay. Alors, le prix officiel change toutes les années. On essaie de le changer toutes les années à chaque évaluation de la propriété. Okay. Une fois par an. Alors, le but est de le faire une fois par an, mais ça engendre pas mal de frais. Donc, on n'est pas vraiment une fois par an. Mais une fois par an, on fait une évaluation de la propriété par un tiers indépendant, par un professionnel. Et le prix du nouveau token pour l'année est basé sur cette nouvelle évaluation. D'accord. Okay. Donc, ça prend de la valeur dans le temps, ou ça peut en perdre si le marché descend. Mais dans le temps, dans le long terme, en général, dans l'immobilier, on rentre dans son argent et on fait de l'argent. D'où le concept de revenu passif. Mais en plus de ça, l'actif prend de la valeur. Alors, les loyers, nous les distribuons toutes les semaines. Donc, plus la période, plus la fréquence de paiement est élevée, plus en fait la rentabilité est élevée. Et on peut même faire en sorte qu'automatiquement, les loyers perçus soient investis dans un autre token d'une propriété qui elle-même ne peut être achetée que de cette façon, qu'avec les revenus d'autres propriétés. Donc ça compose. Donc en fait, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'avoir des revenus composés dans de l'immobilier. Qui lui prend de la valeur en même temps. Exactement. Tandis que normalement dans l'immobilier, c'est un revenu direct, c'est les loyers, il n'y a pas de revenus composés. Bien sûr. Et là, on peut. Et ça, c'est un des avantages de la blockchain. Alors tu nous dis que vous payez les loyers toutes les semaines, c'est super. Mais est-ce que ça veut dire que les locataires des biens payent aussi toutes les semaines? Non, ils payent une fois par mois. Ok, c'est une fois par mois. Une fois par mois, et nous, on distribue. Ça nous permet aussi de s'assurer qu'on a bien collecté le mois. Et après, on le distribue toutes les semaines. Okay. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué au Canada quand j'habitais là-bas. C'est qu'on est aussi payé parfois tous les 15 jours, en fait. Ça existe. C'est pas comme en France où vraiment... Il y a des baux qui sont payables tous les 15 jours. C'est ça. Et c'est généralement des baux de 1 an. On reçoit tous les 15 jours, etc. Tout à fait. Et en plus, un bail traditionnel résidentiel, c'est 1 an renouvelable. C'est pas 3 ans comme ça le serait en France, par exemple. C'est 3 ans, c'est 1 an et c'est renouvelable automatiquement. J'ai une autre question, et là, on va être vraiment sur l'aspect un peu psychologique. Le fait que donc, les propriétaires n'aient pas la possession du bien, enfin, les actionnaires plutôt, n'aient pas la possession complète du bien, est-ce qu'il n'y a pas un frein derrière ça? Est-ce que les gens ne vont pas se dire ok, j'ai une petite partie, mais je préfère avoir la totalité du bien. Ça existe ou pas trop? Je pense que c'est l'inverse. Je pense que ça encourage beaucoup. D'abord, ça permet de se familiariser avec la technologie et le système. En disant, je ne vais pas investir 10 000 $, 100 000 $ dans une propriété, dans une maison, je vais investir 50 $. Et je teste, et je vois. Qu'est-ce que je vais à perdre? Dans le pire des cas, je peux le revendre, mais même, j'essaye, j'apprends avec 50 $. Et après, on grandit. Donc déjà, et ensuite, ça permet, si on a 500 $ à investir, d'essayer de diversifier sur plusieurs propriétés, plusieurs types de propriétés aussi, plusieurs pays éventuellement. Donc vous êtes sur plusieurs pays? On commence. Alors on a démarré aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on connaît. On fait ce qu'on connaît. Point. Donc, voilà. On va pas... Oui, bien voilà. Donc au moins on était certain de ce qu'on faisait. On savait qu'on pouvait bien faire l'asset management. Voilà, on a beaucoup d'expérience dedans, donc on fait ce qu'on connaît. Et on a commencé à faire des propriétés en Amérique latine et on travaille depuis longtemps sur l'Europe. Mais on n'a pas fini sur les avantages de la tokenisation. Donc on avait dit accessibilité, liquidité, mais ensuite on peut faire appel à tous les protocoles qui existent aujourd'hui sur blockchain. Il existe des protocoles de lending où on peut emprunter contre son token. D'accord. Donc, on a créé le RMM, Realty Money Market, où on prend son token, donc ça part d'un bien, on la nantit sur le RMM, on emprunte de l'argent et on rachète un autre token. Ou on peut s'acheter un café si on veut. Mais okay. On rachète un token. Et pendant ce temps-là, le token qu'on a stacké, continue à générer des revenus. Okay. Tout à fait. Et avec ce token qu'on a racheté, on le remet sur la main. Et tout ça en quelques clics. Okay. C'est pas un dossier compliqué qu'on soumet à la banque, essayer des allers-retours. Non, c'est basé sur la valeur du token. Ce n'est pas basé sur le dossier personnel. Okay. Et si jamais, bien entendu, si la personne ne rembourse pas, là, le token part... Alors, il y a des processus de liquidation qui sont en fait assez simples et directs. On a repris le code source de AAV, qui est la plus grande société de lending aujourd'hui. Donc, on a démarré comme ça. Et là, on développe donc notre V3 qui a beaucoup plus de personnalisation, de customisation de Realty. Donc oui, on peut d'un coup avoir un marché secondaire, on peut emprunter, avoir un effet de levier, parce que le but de l'immobilier, c'est quand même l'effet de levier. Nous, l'effet de levier, on ne le fait pas au niveau de la société. Donc l'immobilier n'est pas hypothéqué. Par contre,
vous pouvez hypothéquer au niveau de votre token, de votre part. Donc la propriété n'est pas à risque. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a fait comme ça? On pourrait avoir un double effet de levier, mais on l'a fait parce que les gens ont toujours ce fantôme de 2008, de la crise de 2008. Il est encore fort aux États-Unis, il est toujours présent. Il est toujours présent. Donc, alors, il s'estompe un peu, mais il est toujours là quand même. Donc, on s'est dit, on va montrer que c'est un produit quand même sécuritaire. Donc, il y a pouvoir profiter de protocoles qui existent. Un autre qu'on a commencé, on a fait le POC, mais on ne l'a pas développé parce qu'après, il y a des complexités juridiques. C'est de pouvoir avoir une assurance décentralisée sur le revenu. Des loyers. Des loyers. Donc sur blockchain. Mais quand je parle du marché de gré à gré, quand je parle du RMM, donc on peut emprunter contre, je tiens à préciser que ce sont des plateformes blockchain, donc des plateformes distribuées. Ce sont des plateformes où vous pouvez être prêteur et emprunteur. Les deux. Ça, c'est très important. Comme quand il sera possible de faire les assurances, vous pourrez être assureur et assuré. Ou l'un et pas l'autre. Bon, pour l'instant, c'est pas actif. Donc ça, c'est un projet dans le futur. Donc ça, donc pour pouvoir profiter des protocoles blockchain. Et puis, il y en a qui se développent tout le temps. Et ensuite, donc, ça fait partie des avantages. Et le dernier, c'est l'internationalisation. Aujourd'hui, en Europe, vous pouvez acheter des tokens de propriété aux États-Unis. Vous pouvez acheter des tokens de propriété en Amérique latine ou en Amérique centrale. Bientôt, vous pourrez acheter des propriétés en Inde, en Angleterre, au Brésil, en Allemagne, en Espagne, en France. C'est-à-dire que vous vous ouvrez vraiment à l'international mondial. Là, on est. C'est le but absolu de Realty. C'est d'international. Vous voulez avoir un revenu dans telle devise backé par de l'immobilier, vous achetez un token. Tu nous disais un peu plus tôt que c'était très compliqué de laisser la gouvernance de l'immobilier américain. Est-ce que ça ne les dérange pas aux États-Unis, la régulation, ça ne les dérange pas que, je sais pas moi, quelqu'un en Inde ou en France ou en Suisse puisse acheter juste via un KYC au final? Parce que c'est ça, il faut juste un KYC, puisse donc devenir en partie propriétaire. Il y a un KYC, après il faut respecter la liste d'OFAC, il y a des listes noires, il y a des bien trucs, entendu, il faut passer tous ces tests. Mais après, il y a beaucoup de pays qui ont des investissements ou des formules d'investissement qui sont destinées aux investisseurs internationaux. Aux États-Unis, on appelle ça la régulation S. D'accord. Donc, seule une action sous régulation S ne peut être acquise que par un investisseur international. La plupart des pays de l'Occident et même émergents ont de telles dispositions qui permettent d'investir et d'ouvrir. Le but, c'est d'attirer le capital étranger aussi dans un pays. Ça fait toujours du bien. Par contre, c'est vrai que c'est compliqué d'un point de vue juridique parce que dans chaque pays, il faut refaire le travail juridique. Pour chaque pays, à chaque fois qu'on émet un token du pays en question, il faut refaire le travail juridique de zéro. Et faire les associations nécessaires, les partenariats nécessaires avec ou pas l'équivalent de PSI, je pense qu'on appelle prestataire de services d'investissement. C'est l'équivalent en France ou en Europe, mais dans d'autres pays, c'est d'autres acteurs, des brokers-dealers, des machins, etc. À chaque fois. Là, au moment où on enregistre, c'est les États-Unis qui sont dispo. Aujourd'hui, c'est les États-Unis et on a des propriétés en Amérique centrale. Amérique centrale, quel pays? Panama. Alors, on a démarré avec le Panama parce que l'opportunité immobilière était excellente. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y a un stigma avec le Panama. Dès qu'on va à Panama, les gens pensent Panama Papers, pensent scandale, pensent machin. Et c'est dommage parce que depuis vendredi dernier, le Panama n'est plus dans la liste grise des acteurs financiers. C'est dans la liste blanche et coopère à 100% avec tous les pays d'Occident. Et donc, il y a automatic sharing, partage automatique. Donc, notre analyse d'investir au Panama était bonne parce que ça va augmenter la valeur des biens immobiliers. Mais il n'y a pas une réception aussi... C'est encore un peu dur. Voilà, c'est encore un peu dur. Donc, on travaille sur d'autres pays, on travaille l'Europe aussi. Ok, c'est quoi les prochains pays là, qui vont sortir? Tu peux nous en parler un petit peu? On travaille beaucoup sur l'Europe. Et on travaille, mais beaucoup. Donc, on avance très bien depuis longtemps, on le travaille. Vos bureaux sont où aujourd'hui? Ils sont à Miami. Bientôt en France, j'imagine, si vous allez sur l'Europe? On aura probablement une société européenne, on espère française, mais ça sera l'Europe, pour faire des émissions donc, de tokens sur le sol européen, donc en euros. Ok, donc comme vous avez une LLC c'est ça, Miami? À Miami, non, notre société est une SA. Mais et chaque société qui est tokenisée, au début était des LLC, aujourd'hui ce sont des SA aussi. Ok, d'accord. On a été obligé parce qu'il faut des sociétés de capitaux, etc. Une société mère en Europe qui va, elle, gérer... Exactement, c'est exactement ça. Dans la vie d'un appartement, il arrive que certains loyers ne soient impayés.
Bien sûr, que parfois un bien soit vacant pendant plusieurs mois. bien sûr. Comment vous faites pour ça? On a démarré avec ce qu'on appelle la section 8, qui sont des loyers subventionnés par l'État. Donc au tout début, on était certain de collecter. Ok. Déjà, c'était bien. Mais on a évolué depuis, on ne fait pas que ça. Ok. Donc on fait vraiment de tout. Et effectivement, il y a des moments où le locataire part. Il faut rénover, rafraîchir l'unité ou le bien immobilier. Il faut le remettre à la location. Si jamais on veut bien augmenter le loyer, ça peut mettre du temps. Et pendant ce temps-là, que se passe-t-il? À la levée même, lorsqu'on lève de l'argent pour acheter la propriété, on crée une réserve de rénovation, on crée une réserve de maintenance et une réserve administrative. Au cas où, justement. Au cas où. Maintenant, il se peut que ces réserves-là ne soient pas suffisantes. C'est possible. Oui, ça peut arriver, malheureusement. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un feu? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un dégât des eaux, quelque chose? C'est l'assurance qui rentre. C'est arrivé. Hein. Ça nous est arrivé. Il faut imaginer. Oui, sur 1600 biens, Non, bien mais entendu. non, mais, 2019, on commence en 2019. Et en été 2019, j'ai eu que 3 feux. Bon, il y en a eu un. Bon, Ok. on le communique et puis ça se passe bien, on le gère. Il y a l'assurance qui paye, qui rénove le bien. Après, on peut mieux le louer. Ça met du temps. Mais ça se fait en C'est attendant. les aléas de la vie. Et en attendant, effectivement, il n'y a pas de distribution de loyer. Ok. On ne va pas distribuer ce qu'il n'y a pas. C'est la vie d'un. C'est la vie d'un bien immobilier. Alors, on pourrait faire des systèmes obligataires de dette, où dans ce cas-là, quoi qu'il arrive, le coupon est payé. C'est quelque chose qui a son charme et que l'on pourrait, que l'on étudie pour offrir une offre diversifiée. Est-ce qu'il y a des limites d'action par actionnaire? Oui, et ça varie de pays en pays. Par exemple, aux États-Unis, il y a une limite de 2000 actionnaires, au-delà de quoi il y a des filings beaucoup plus... comment est-ce qu'on dit un filing? Des documents, des documents à beaucoup soumettre. plus, C'est sûr. beaucoup plus lourd, beaucoup plus important. On rentre dans une autre gamme. Tu peux avoir que 2000 personnes par 2000 par actionnaires bien, par bien. maximum. Ok. Voilà. Donc ça, c'est tant que l'on fait des actions. En France ou en Europe, il n'y a pas cette limite. Mais il y a une limite de 8 millions d'euros de valorisation du bien. Aux États-Unis, c'est 10 millions de dollars. Ok. Donc aux États-Unis, il y a 2 contraintes. 2000 actionnaires, 10 millions de dollars. En Europe, il n'y a pas la contrainte du nombre d'actionnaires ou d'investisseurs, mais il y a la limite de 10 millions d'euros. Ok. 8 millions d'euros, excusez-moi, qui va passer à 5, qui paraît. Comment vous vous dites, tiens, tel bien je le choisis, tel bien je le choisis pas? Ça, c'est votre expertise à toi et ton frère? Alors, dans le domaine immobilier que l'on propose en ce moment, c'est notre expertise, évidemment, c'est nos recherches, on fait le sourcing. Ceci étant, on s'associe avec beaucoup d'experts d'immobilier dans des domaines différents. L'immobilier, c'est une industrie immense. Bien entendu. Et en plus, c'est très local. Hein. On change de pays, je suis désolé, mais on n'est pas expert. C'est terminé. Donc, on s'associe avec des experts dans leur domaine, dans leur localité géographique, dans leur pays et leur spécificité. Immobilier de vacances, immobilier de tourisme, immobilier d'hôtellerie, de rentabilité, Donc vous de regardez promotion. un peu tous les types d'immobilier. Le but est d'aller vers tous les biens d'immobilier. Okay. Et dans plusieurs pays, absolument. Mais pour ça, on fait des associations. Très bien, toi, avec des experts qui sont reconnus dans leur domaine, qui ont une capacité de faire du reporting, donc de soumettre les documents, des trucs, etc. Ils connaissent donc, le marché, etc. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique aussi que le propriétaire d'une petite maison, d'un appartement, ne peut pas venir tokeniser sur Realty son bien. Il faut que ce soit un professionnel. Ça donne justement... Parce qu'acheter le bien, c'est bien, d'accord. Mais après, il y a tout le travail derrière. Il y a la gestion, il y a la maintenance, il y a la rénovation. Et ça, il faut que ça passe par des professionnels. Effectivement, oui, c'est toujours... Et dans tous les cas, comme tu l'as dit un peu plus tôt, dès lors qu'on change de pays, ça y est, on n'est plus maître de là, on connaît plus le marché. Aux États-Unis, on change d'État et voilà. C'est carrément d'État. Oui, absolument. Aujourd'hui, c'est beaucoup de Denver, Boston, si je dis pas de Détroit. bêtises. Détroit, pardon. Beaucoup de Détroit. On est aussi, on a démarré là-bas pour les sections 8, principalement, justement. C'est quoi la section 8? C'est les loyers subventionnés garantis par une garantie fédérale. Donc on est sûr de collecter. On est sûr d'être collecté, voilà. Bon, après, il y a des restrictions aussi. On ne peut pas augmenter à des trucs, on ne peut pas. Bon, il y a un travail manuel de rénovation et de maintenance. C'est une spécialité, c'est une niche. Okay. On a démarré avec ça, donc on a démarré à Détroit pour ça parce qu'on était déjà présent depuis 2016, donc c'est quelque chose qu'on connaissait assez bien. Puis après, on s'est diversifié à Chicago, Miami, Alabama, Georgia, et en fait, on essaie de grandir par cercle concentrique. C'est-à-dire qu'il faut faire des économies d'échelle
en immobilier. C'est important. Si on commence à aller un peu partout, on va se perdre et on va avoir beaucoup de dépenses. Donc vraiment, on a choisi d'abord Détroit, on grandit. On a choisi ensuite Chicago, on grandit. Là, on est en train de grandir à Alabama et il y a d'autres États qui viennent. Tu nous disais que vous leviez des fonds pour acheter un bien. Oui. Alors, comment ça se passe? Vous repérez un bien, Oui. vous le divisez d'abord avec les actionnaires ou non, Alors, vous levez des fonds d'abord, on repère le bien, on fait la due diligence dessus, Okay. donc on le bloque. On dit ce bien me paraît bien, je fais une offre. Alors aux États-Unis, c'est pas comme en France. Hein. Attention, il y a un autre système, mais c'est un système à 3 temps aussi. On fait une offre et après il y a la due diligence, c'est-à-dire qu'on vérifie que effectivement le bien, la phase environnementale est faite, que le bien est en bon état. On essaie de voir et d'estimer les travaux nécessaires. Et si jamais on voit que tout est bien, on dit très bien, on crée une société, on la tokenise avec notre tech et on capitalise la société en vendant les tokens. L'argent rentre et après on appelle le propriétaire et on dit la due diligence est passée pour nous, on peut closer demain ou après-demain dès que c'est financé. Si jamais le deal se fait pas. Ben, c'est arrivé, évidemment. À un moment, alors si jamais la due diligence n'est pas bonne, ben, on a perdu notre temps, ça arrive énormément. Énormément, carrément. Énormément. Ça, c'est des choses que les gens ne voient pas. Mais il y a beaucoup d'immobiliers où des gens donnent des chiffres incroyables ou bons, avec un état qui n'est pas de la réalité. On fait la due diligence et c'est du temps perdu, de l'argent perdu, et on le met de côté. Ça arrive beaucoup. Comment tu l'as... C'est quoi vos quatre grands steps? Il y a des sociétés qui se spécialisent dans ça, ou alors ça dépend du type de bien immobilier. Quand c'est une maison monofamiliale dans un quartier qu'on connaît bien, ça va vite. On sait très bien comment faire, on est sur place. C'est quelque chose qu'on a fait des centaines de fois. Les fondations, la plomberie, l'électricité, le toit, les fenêtres, l'état la phase environnementale, la peinture, parce qu'il y a des trucs réglementaires sur le plomb dans la peinture. Enfin, chaque état a ses propres petites spécificités, mais on a une liste et on va dedans et on fait le truc et on check. Et après, on dit simplement, bon, ben, il y a tant de travaux à faire la première année. Il y a tant de les fondations ou le toit ou les fenêtres ou n'importe quoi. Ensuite, le loyer, bon, ben, la rentabilité, en fait, c'est pas ce que vous prétendez. Donc, on fait une contre-offre. Et à partir du moment où c'est accepté ou refusé, on tokenise ou pas. On tokenise, on achète. Exactement. C'est bon, let's go. On passe. Alors, il est arrivé qu'on arrive devant l'équivalent du notaire, c'est ce qu'on appelle un title agent, et que le notaire dise, écoutez, vous savez quoi, ben, en fait, il y a un problème avec le titre, il n'est pas propre. Et ça se fait pas. Et ben, dans ce cas-là, on rembourse tout le monde. Donc, il y a des frais, il y a des machins que l'on supporte, mais on rembourse tout le monde. Ou alors, on leur dit très bien, gardez l'investissement que vous avez mis, si vous voulez le garder, on le mettra pour telle propriété qui est disponible maintenant. Voilà. Combien de personnes qui travaillent aujourd'hui sur Realty? Worldwide, on est à plus de 30 et quelques, 36. Ok, tu vois, ça me paraît, pour tous ces biens, tous ces trucs, ça me paraît être une petite équipe quand même. Alors, je ne parle pas de l'équipe immobilière, c'est-à-dire qu'on travaille avec des gestionnaires de propriétés locaux, toujours. C'est toujours eux qui gèrent. Et c'est eux qui gèrent les propriétés, on ne peut pas être sur place, c'est un métier à plein temps. Bien sûr. Et ils ont des équipes nombreuses. Par contre, on fait l'asset management. Nous, on vient du monde on gérait les propriétés que l'on achetait. Donc, on connaît bien, on sait quelles questions poser, on sait lire les rapports, on sait les appeler tous les jours. Qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe là, etc. C'est notre métier. Voilà. Tout comme quand il y aura des professionnels qui viendront, ils sauront le faire aussi et justifier chacune de leurs actions. On va revenir un peu sur la tokenisation, Jean-Marc. Est-ce que tu penses que la tokenisation peut être utile à toutes les sphères de la société aujourd'hui? Il y a beaucoup de projets de tokenisation qui n'ont pas de sens. On ne tokenise pas parce que il y a des gens qui disent qu'ils sont tokenisés, c'est un buzzword et puis ils ont l'impression d'être cool. Ceci dit, tokeniser les actifs ont des avantages donc qu'on a énoncés, immenses, et je ne suis plus le seul à le dire. Combien même au début, j'essayais d'évangéliser la tokenisation d'actifs réels. Depuis novembre dernier, novembre 2022, Larry Fink de BlackRock le crie haut et fort aussi. Et tous les institutionnels arrivent à la tokenisation d'actifs. C'est simple, les avantages sont juste trop nombreux. L'administration est carrément réduite, la flexibilité est décuplée. Il faut que le carcan juridique s'adapte et il faut être patient. En attendant, il faut faire le travail nécessaire, mais les avantages sont énormes. Donc quand BlackRock dit le futur est à la tokenisation d'actifs réels, vous pouvez vraiment être certain que ça va se décliner à tout type d'actifs.
tous. L'immobilier, les obligations, l'art, tout. Tokeniser en France, vous pouvez le faire déjà? Aujourd'hui, tokeniser en Europe est possible. Par contre, la flexibilité du token n'est pas, le token lui-même n'a pas les avantages que j'ai énoncés. Donc, faire la tokenisation est possible, mais la liquidité n'est pas là. La possibilité d'emprunter n'est pas là. Et la possibilité de faire d'autres choses n'est pas encore là aujourd'hui. Donc, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir un produit qui est le token dans de l'immobilier. Ceci dit, en Europe, il y a des initiatives du régulateur qui encouragent la tokenisation en soumettant un dossier qui est assez lourd et compliqué, mais ce sont des tests que font les régulateurs européens en disant très bien, vous soumettez votre dossier par projet, on va vous donner des exemptions. Okay. Donc vous pourrez faire ceci et cela, et ça va durer 3 ans et peut-être renouvelable 3 ans. Et si jamais ça marche bien, on aura un carcan juridique. Si ça ne marche pas, on arrête. Mais c'est extrêmement intelligent comme approche. Ça permet de dire très bien, on sait que la tokenisation, c'est quelque chose de génial, mais il faut quand même voir si on peut protéger l'investisseur, si on peut protéger notre système. On va faire un test. Alors, en parlant de protéger l'investisseur, qu'est-ce que tu réponds aux questions du « Ok, moi, je suis un investisseur français, ça peut être… » qu'est-ce qui m'assure réellement d'être protégé, d'investir aux États-Unis, à Détroit, au Panama, etc. C'est quand même des destinations qui sont… loin. Très loin. C'est loin. On a plusieurs milliers de kilomètres. Comment tu peux rassurer un investisseur français comme ça? Je pense que justement le fait que je sois une valeur mobilière, ça change tout. Okay. Parce qu'aux États-Unis, c'est le pays quand même qui sont experts en litige. On fait des litiges assez facilement. Le fait que ce soit une valeur mobilière, c'est quand même une garantie importante. Ensuite, je réponds d'une deuxième façon, c'est $50. Commencez avec $50, voyez, allez-y à votre rythme. N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre d'investir, mais le risque reste faible. Ensuite, il y a quand même le titre de propriété qui est enregistré au nom de la société dont vous êtes token holder. Ça, c'est sur le registre officiel, donc vous le savez que vous l'avez. Donc même si Realty, Rémi et moi, on décide d'aller tokeniser sur Mars avec Elon Musk, on n'est plus là, vous restez propriétaire de la société qui détient le bien. Et donc, pour revenir sur l'Europe, la tokenisation, elle n'est pas encore là, mais on y arrive, et on y arrive oui, on y arrive. fort. Vous faites un peu de lobbying? Pas encore. J'ai entendu parler de 21st Capital. Tout à fait. Vous en dire un peu plus? Tout à fait. Donc, comme je l'ai dit, nous travaillons beaucoup sur la France et sur l'Europe. Nous avons créé une association avec 21st Capital, qui est une société de gestion qui a tous les agréments nécessaires, qui gère à peu près 6 milliards, je pense, dont 4 milliards d'immobilier. Donc déjà, ça permet d'avoir une expertise dans l'immobilier en France et d'avoir les agréments nécessaires. Et on a fait un partenariat aussi, on est en train de faire un partenariat avec WeSeed, qui est un crowdfunder d'origine, mais qui est PSI, prestataire de services d'investissement. Et c'est le pionnier du crowdfunding en France. Il a démarré, WeSeed a 15 ans aujourd'hui, quand même. Donc, ils sont innovants. Et ensemble, on a créé donc ce consortium qui permet d'avoir tous les agréments nécessaires pour pouvoir tokeniser. Ceci dit, on ne tokenise pas pour le plaisir de tokeniser. On tokenise quand il y a des avantages réels et que le produit, le token, est bon. Donc, on attend justement de pouvoir donner tous ces avantages dont on parlait. Et pour ça, il faut soumettre le dossier dans cet environnement test que l'Europe a à l'initiative de l'Europe. Il y a d'autres produits d'actifs tokenisés qui arrivent bientôt sur Realty, autres peut-être que l'immobilier? Oui. Nous sommes encore en train de regarder le format. Donc, c'est vraiment encore au balbutiement. Donc, je ne donne pas de date. Mais nous essayons de voir s'il y a des possibilités d'offrir des tokenisations j'ai toujours aimé le minage de Bitcoin. Okay. Donc, on regarde ça, si c'est possible de le faire. Oui. Okay. Oui, on a arrêté il y a longtemps. Okay. Avant l'ambassade? Non, pendant l'ambassade, on minait beaucoup. On est passé des cartes graphiques aux FPGAs, aux premières ASICs, aux 16 nanomètres, 14 nanomètres, 12 nanomètres. Enfin, on a fait toute la ligne. Okay. Et après, il y a eu plein de complexités. Et puis, donc voilà, donc on a arrêté le mining, mais ça reste quelque chose qu'on adore. Okay. Donc on essaie de regarder la possibilité
de faire les associations nécessaires avec les gens qui le font pour voir si on peut l'amener. La tokenisation se prête merveilleusement bien au brevet. Bien sûr. C'est un marché que je découvre et la tokenisation, on a l'impression que c'est du sur-mesure. C'est sûr qu'on se rend moins compte peut-être en France l'importance des brevets aux États-Unis où les IP c'est la base d'énormément d'industries là-bas. Et en plus, il y a des marchés secondaires, il y a une façon d'évaluer les brevets, il y a toute une histoire de ça. Il y a tout un suivi d'un brevet. Donc on regarde ça aussi et tout ça, ça va mettre du temps. Ça ne va pas se faire demain. On est très occupé déjà avec l'immobilier, grandir l'immobilier, mais on regarde et on essaye de faire les partenariats nécessaires qu'il faut avec des experts dans leur domaine. Realty, de toute façon, est là pour durer. Absolument. On passe au jeu avant de terminer ? Avec plaisir. Allez, let's go. Bullish, bearish, bullshit. Faut aller vite quand même. J'essaye. Allez. Je suis canadien, on n'est pas très rapide. Les NFT. Potentiel. Alors, je suis bullish. Bullish. Les SPCI. Je connais pas très bien les SPCI en France. Donc, je peux pas émettre, c'est pas ma spécialité. D'accord, alors je vais essayer. Bearish. Bearish. La DeFi. Bullish. Les smart contracts sur Bitcoin. Bearish. Pourquoi ? Parce que je pense que la blockchain Bitcoin n'est pas faite pour les smart contracts. Avec les Layer 2, etc. Je pense pas que c'est fait pour. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la blockchain Bitcoin devrait rester comme elle a été dessinée, c'est-à-dire une monnaie. Finir la phrase. D'accord. L'investissement dans le pierre-papier est... Excellent. La meilleure blockchain pour la tokenisation est... Gnosis. La prochaine grande étape pour Realty sera... L'internationalisation d'actifs. Jean-Marc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ben. C'est un plaisir. Merci à tous. Pendant l'interview, je suis très content. Donc pour rappel, l'interview est en partenariat avec Realty. Toujours faire vos recherches avant d'investir. Merci à Realty d'avoir sponsorisé cet épisode. Abonnez-vous au Crypto Daily et vous pouvez bien sûr suivre Realty sur tous leurs réseaux. Twitter, LinkedIn, Instagram, j'imagine. Telegram. Telegram. Okay. Absolument. Et Discord. Principalement Telegram, c'est là où nos réseaux sont les plus actifs. Merci beaucoup. C'était Benjamin et Jean-Marc pour le Crypto Daily. Et moi, je vous dis à très vite. Merci. Au revoir. Coupé.